la question du couple Mars-Vénus et plus largement du quatuor Mars-Vénus, Mercure-Jupiter. Ce quatuor est absolument essentiel au niveau de la symbolique astrologique. Il vient compléter un autre quatuor qui est celui qui concerne Soleil, Lune, Saturne et les étoiles fixes royales. Opposition entre ce qu'on appelle le quatuor symbolique et le quatuor opératif. Le quatuor symbolique n'a pas d'incidence au niveau astronomique, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier son processus zodiacal. Inversement, le quatuor opératif n'a pas d'incidence sur le plan symbolique et on va étudier son processus au niveau zodiacal justement. Le passage de Saturne dès la lunaison à travers le zodiaque ne nous donne pas d'informations sur la lunaison ou sur Saturne, mais il nous donne l'information sur les secteurs qui sont ainsi touchés successivement et qui sont effectivement l'information fondamentale de l'astrologie. Ces secteurs peuvent être définis effectivement au moyen de l'autre quatuor symbolique, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Alors, vous comprenez bien qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ce genre d'observation, bien qu'il y a quelques années, je crois il y a 3 ans, j'avais fait une conférence à Nice, ou en tout cas sur la Côte d'Azur, dans le cadre du rendez-vous astrologique de Anne-Marie Roussel, où j'avais abordé cette question de la dualité qu'il fallait rechercher dans le dispositif planétaire, et avec une partie qui serait plutôt philosophique ou symbolique, l'autre partie qui serait plutôt opérative et cyclique. Bon, je ne reviens pas là-dessus, parce que j'en ai fait l'objet d'une causerie il y a très peu de temps, mais en revanche, je vais explorer avec vous les effets de ce quatuor, bien que, bien entendu, on ne soit pas obligé d'utiliser cette terminologie symbolique et mythologique, mais elle me paraît viable jusqu'à un certain point. Alors je dirais, pour commencer, qu'effectivement, alors en faisant une petite formule qui me paraît quand même assez appropriée, le passé nous éclaire sur le futur plus que sur le présent. Parce que, comme il y a 2 phases, à partir du moment où je suis dans le présent, ni le passé immédiat ni le futur immédiat ne correspondent à cette phase-là. Donc on peut dire que étudier le passé, c'est étudier le futur, et beaucoup plus que pour comprendre le présent. Alors effectivement, à partir du moment où on a dit ça, on dira aussi que étudier le passé, c'est aussi une façon de relativiser le présent, de le relativiser en le décontextualisant, c'est-à-dire en n'étant pas trop obnubilé par ce qui caractérise de manière spécifique ce présent, qui lui-même est une récurrence d'un passé plus ancien, et donc ce passé plus ancien nous renseigne sur ce qui se passe réellement dans le présent et sur ce qui se projette dans le futur. Donc c'est très important. Cela dit, c'est une bonne entrée en matière pour comprendre le phénomène vénusien notamment, puisque Vénus est une planète du présent. Et elle n'a d'ailleurs pas un sens aigu des conséquences de ses actes par rapport à un futur même rapproché. Il s'agit, d'ailleurs le thème astral est typiquement vénusien en ce sens-là, puisque le thème astral est la photographie d'un instant, je dirais même de quelques secondes, et de ce qui se passe dans ces quelques secondes, qui est prétendument important, de ce qui, les interrelations qui se produisent à ce moment-là, et qui sont la base même de l'interprétation de l'astrologie traditionnelle, la synthèse des différents facteurs du thème astral. Donc le vénusien, et Dieu sait si beaucoup d'astrologues sont vénusiens, Dieu sait si le milieu astrologique est vénusien, Dieu sait si les femmes, de manière générale, sont vénusiennes,
mais effectivement, le vénusien a tendance à en rajouter, à farder, à maquiller en quelque sorte, plutôt qu'à enlever, à extraire, à dénuder. Donc le vénusien a tendance à se charger d'habits sans nombre en quelque sorte, d'habits qui viennent en quelque sorte masquer l'apparence des choses et produire une nouvelle apparence. Donc le vénusien, quelque part, il transforme l'apparence des choses. Ce serait comme un médecin qui, pour prendre un exemple un peu outré, s'occuperait de ses malades en leur mettant des couleurs, si on peut dire, pour qu'ils n'aient pas l'air trop pâles. Voilà. C'est le problème de traiter les symptômes, en fin de compte. Évitons les symptômes, supprimons les symptômes, voilà. Par opposition à ceux qui veulent étudier vraiment les causes profondes et qui veulent agir en profondeur. Agir en profondeur, c'est la notion de martienne. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, on a un petit peu déchargé Mars d'un certain nombre de facultés au profit de Pluton, mais en réalité, quand on y réfléchit bien, entre Mars et Vénus, on peut dire que toutes les valeurs se retrouvent. En fin de compte, on n'a pas la peine d'aller tellement beaucoup plus loin. Enfin, en tout cas, l'opposition de caractère, de tempérament, de comportement entre le martien et le vénusien est manifeste, sachant que, effectivement, ce que j'appelle les périodes rouges sont plus favorables aux martiens et les périodes blanches, les périodes bleues aux vénusiens, et sachant aussi que dans notre système, ce n'est pas en étudiant le thème astral que l'on saura si quelqu'un est martien ou vénusien. C'est en étudiant le comportement, la présentation, la façon de penser, qu'on y parviendra, mais ce n'est pas, en tout cas, pas de mon point de vue, ce n'est pas en étudiant le thème de quoi que ce soit. Ça, ce serait, il faut une bonne habitude que les astrologues prennent de ne pas toujours passer par le thème astral pour accéder à la réalité des gens, et de ne pas toujours passer par les planètes pour accéder à la mythologie. Alors, j'ai exposé dans une causerie précédente que nous avons donc ce quatuor constitué de deux planètes rapides, si on peut dire, Mercure et Vénus, et de deux planètes lentes, plus lentes en tout cas que la Terre, que sont Mars et Jupiter. Les autres facteurs, les autres facteurs du septénaire, constituant ce que nous avons appelé tout à l'heure le groupe opératif, et donc qui ne nous intéresse pas sur le plan du symbole, mais uniquement sur le plan de la vitesse du parcours zodiacal, au sens le plus technique du terme, c'est-à-dire le parcours, et ce parcours est évidemment balisé par un certain nombre de secteurs qui sont eux-mêmes reliés à des symboles. Rappelons aussi que si le parcours de Saturne peut être divisé en 4 phases de 7 ans, le parcours de la lunaison, lui, peut être divisé en 4 périodes de 7 jours. Donc la semaine est une unité fondamentale pour l'astrologie solilunaire, ce qui a donné d'ailleurs le respect du 7e jour, etc., dans les différentes religions monothéistiques. Et donc, effectivement, nous avons là des échelles de temps totalement différentes. Si on veut faire des prévisions sur un mois, si on fait sur un mois, on fait l'étude de Soleil-Lune. Et si on fait des prévisions sur 7 ans, on travaille sur Saturne par rapport aux étoiles fixes. On peut également diviser, à mon avis, la semaine en 2 parties de 3 jours et demi, tout comme on divise le cycle de Saturne en succession, en 8 phases de 3 ans et demi. Là, nous sommes en plein dans un ésotérisme numérique qu'on retrouve dans le prophétisme biblique. Livre de Daniel, livre de l'Apocalypse de Jean, etc. Donc,
nous avons une phase bleue qui est marquée par Vénus et Mercure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une phase qui va donc être dans le présent et qui va essayer d'homogénéiser, d'harmoniser tout ce qui se passe à ce moment-là pour lui donner une sorte de teinture globale et générale. Alors ça se fait par un processus, comme j'ai dit tout à l'heure, de maquillage, ne serait-ce que vestimentaire. Les gens d'une certaine époque s'habillent d'une certaine manière, donc ça donne une couleur générale à une époque, même à une année, ce qui est vénusienne. Le vénusien, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, on est très loin de ces notions d'amour, c'est pas du tout le problème ici. Le vénusien apporte une apparence, une façade, une présentation des choses qui tente à conférer à l'ensemble une certaine forme d'homogénéité, d'unité. Et le mercurien, ici, va être dans ce que j'appellerais l'information. C'est-à-dire qu'il va recueillir l'information qui est disponible et il va également en faire une sorte de synthèse, un peu comme un journaliste, quelque part. Un journaliste qui commente l'actualité dans sa diversité, dans son éclectisme. À l'opposé, nous avons le binôme, le couple Mars-Jupiter, qui d'ailleurs n'est pas tellement étudié en astrologie traditionnelle, ce qui est un tort. Le couple Mars-Jupiter, qui lui est un couple qui fonctionne à une autre échelle, à la fois une échelle de temps différente, hein, mais aussi qui ne se situe pas dans le présent et dans l'apparence des choses, qui va creuser, qui va hiérarchiser, qui va approfondir, et par conséquent, qui ne sera plus dans le présent, qui sera dans une sorte de continuité où on va revenir très en arrière, et où aussi on va se projeter très en avant. On va revenir en arrière par Mars, on va se projeter dans l'avant par Jupiter. Comme on dit, le pouvoir implique de l'imagination. Le leader, c'est celui qui parle de la terre promise, qui parle de ce qui va venir, de ce qui va advenir. Donc il y a une tension constante entre ces deux tempéraments, faut-il bien le dire. Tempérament marqué par le printemps et l'été dans le cas de Vénus et de Mercure, et par l'automne et l'hiver dans le cas de Mars et de Jupiter. Le printemps n'est pas du tout martien, n'est pas du tout marqué par le feu, comme ça traîne beaucoup dans les livres d'astrologie et dans les conférences d'astrologie encore de nos jours. Le feu est un élément hivernal, un élément martien, et non pas un élément vénusien. Alors on me dira, oui, mais il y a Mars qui domine le bélier, etc., signe de feu. Tout ça, c'est à évacuer. Mars est une planète qui est liée à l'automne, par le scorpion notamment, mais qui représente même quelque part, à elle toute seule, les trois signes d'automne. Tout comme le Jupiter représente les trois signes d'hiver, tout comme Vénus représente les trois signes de printemps, et comme Mercure représente les trois signes d'été. C'était dans une logique quaternaire qui est fondamentale. Et effectivement, le phénomène Mars, le phénomène du printemps est un phénomène, finalement, en effet, où il y a le feuillage qui vient cacher en quelque sorte les branchages
la structure, le squelette, le tronc. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la couverture. Alors j'attache beaucoup d'importance à ce mot de couverture et de découverte, par opposition. Mars découvre et Vénus couvre. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, je ne sais pas, cacher ce sein. Et donc le vénusien mercurien, il est très inventif. Il n'a pas envie de creuser, d'aller voir ce qu'il en est, ce qu'il en a été. Il préfère produire des choses nouvelles pour tout le monde, sans trop se fatiguer à se situer par rapport au passé. D'ailleurs, c'est un petit peu la dialectique du catholicisme par rapport au judaïsme. Le catholicisme qui est universel, qui veut que tout le monde soit logé à la même enseigne, et le judaïsme qui renvoie à toute une histoire. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que l'Ancien Testament se situe sur plusieurs siècles, alors que le Nouveau Testament se situe sur quelques décades. Donc, décennies, pour parler français. Et donc, effectivement, nous avons une dialectique permanente avec donc le printemps qui correspond à une période où finalement la nature se recouvre d'un tapis de toutes sortes de végétation, n'est-ce pas, d'herbes, qui cachent en quelque sorte ce qui est derrière. D'ailleurs, une feuille de vigne, c'est bien fait pour cacher le sexe. Dans la tradition de la Genèse et d'Adam et à l'opposé, nous avons le processus de découverte. Il faut bien comprendre que découvrir, c'est mettre fin à la couverture. On enlève la couverture pour découvrir. Et Vénus est la couverture, dans tous les sens du terme. Couverture qui d'ailleurs permet justement de parler d'égalité, de similitude, d'intégration, mais de façon relativement superficielle. Et justement, c'est cette superficialité de l'intégration, c'est-à-dire de la superficialité de l'unité, qui est remise en question par justement le processus Mars-Jupiter, qui est d'ailleurs un processus qui est typiquement lié aux saisons, puisque lorsque les feuilles tombent, eh bien, le squelette qui était couvert et recouvert se dégage et se dévoile. Le voile, c'est encore aussi une notion vénusienne. Le voile qui est déchiré, justement, le rideau déchiré. L'habit ne fait pas le moine, voilà encore un argument martien. Donc, nous avons une verticalité avec Mars et Jupiter, et nous avons une horizontalité avec Mercure et Vénus. Et donc, l'erreur des astrologues aura été pendant des siècles d'intégrer dans ce schéma Saturne des luminaires, Soleil et Lune dont on dit en passant, qui n'ont pas pris en astrologie des noms mythologiques, alors qu'ils en auraient. Apollon, etc. Donc c'est bien, ça montre bien le côté opératif de ces planètes qui sont réellement de l'ordre de l'astronomie. L'astronomie est dans le Soleil et la Lune, parce qu'elle fournit justement une cinétique, elle fournit une dynamique, alors que les autres planètes, dont on vient de parler, ce quatuor-là, fournit finalement essentiellement un découpage symbolique qui n'exige absolument pas d'aller étudier où se trouve Mercure, Vénus, Mars, Jupiter dans le thème ou dans le zodiaque. Ça, c'est vraiment la nouvelle astrologie du XXIe siècle, que je n'ai d'ailleurs formulée qu'au XXIe siècle, en dépit de mon activité dans le siècle passé, au cours du dernier tiers du siècle passé. Et donc, effectivement, la théorie des domiciles des planètes est une théorie, on ne va pas y revenir trop longtemps, mais c'est une théorie qui effectivement induit en erreur, car elle laisse entendre que Mars est à la fois au Bélier et
au Scorpion, alors qu'il est avant tout une planète d'automne, et en rapport avec les signes de Sagittaire et de Scorpion, qui sont des signes qui ont tous les deux des dards. On retrouve la flèche de Mars dans ces signes d'automne. Je ne crois pas que ce soit innocent de confondre ces deux, associer à la fois Mars au printemps et Mars à l'automne. Ça montre bien une confusion d'esprit, n'est-ce pas? Ça n'a rien de très, très engageant pour l'astrologie, n'est-ce pas? Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc je ne suis pas du tout pour une apologétique exégétique qui justifierait après coup des dispositifs qui sont très discutables et qui induisent en erreur et qui nous font d'ailleurs... parce que finalement, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais finalement il n'y a aucune raison que Mars soit fort en Scorpion et en exil en Bélier, en Balance, juste à côté. Ça ne tient pas debout. Ou que Vénus soit forte en Taureau et en exil en Bélier. Tout ça c'est incohérent, totalement incohérent. Mais le Vénusien n'a pas un esprit critique très développé et finalement son sens de la compatibilité des choses, son sens, cette volonté de concilier les choses l'amène à accepter l'inacceptable. Alors, nous allons aborder d'autres aspects de ces questions. Je regrette notamment lorsque l'on fait des conférences de présentation de l'astrologie, l'on s'attarde beaucoup trop, et en priorité, ce qui est fort regrettable, sur la faculté qu'aurait l'astrologie de distinguer entre les gens d'après le fait qu'ils auraient des dominantes dans tel élément, ou d'après le fait que la disposition des planètes dans le thème astral, au-dessus de l'horizon, à gauche ou à droite de l'axe milieu du ciel, fond du ciel, tout ça ferait sens pour l'astrologie. Je suis très très sceptique à ce sujet. Ce sont des méthodes qui se sont développées, qu'on pratiquait très facilement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et il est étonnant de les voir encore utilisées de nos jours. Pour une raison très simple, cette comptabilité qui consisterait à noter le nombre de planètes en tel élément, ou par rapport à l'horizon ou au méridien, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie qu'il y a une solidarité, une interactivité entre l'ensemble des planètes. On est complètement dans la spatialité. Je ne crois pas du tout à cette interactivité entre toutes les planètes du système solaire. Je crois que chaque planète, que les planètes opératives, n'est-ce pas, notamment Saturne, a un cycle. Ce cycle passe par des phases. Ces phases peuvent être définies par des symboles zodiacaux ou des symboles mythologiques, mais il n'est pas question de nous dire que la diversité fait qu'il y a des Vénusiens, des Martiens, des Saturniens, des Lunaires, etc., ou des gens du Taureau ou des gens du Scorpion. Cette typologisation de l'astrologie me paraît détestable, en tout point de vue. La typologisation de l'astrologie, elle est au niveau des phases, la succession des phases, elle n'est pas au niveau de la diversité des tempéraments. Il faudrait dire quelques mots à ce sujet concernant Michel Gauquelin, sur lequel je n'ai pas terminé ma réflexion, et qui semble apporter de l'eau au moulin, effectivement, des astrologues spatialisants, puisqu'il propose que telle profession, et Dieu sait si effectivement ces professions ont une certaine forme de prégnance depuis des siècles, ça recoupe d'ailleurs peut-être éventuellement les castes. En tout cas, telle profession serait marquée par une prédominance de telles planètes se levant plus fortement, plus fréquemment, pour aller statistiquement, à l'horizon ou au méridien que
d'autres planètes. Donc Gauquelin, dans les années 50, son premier livre paraît en 55, L'influence des astres, aux éditions du Dauphin, Gauquelin apporte de l'eau au moulin de cette astrologie, sans pour autant, bien entendu, aller justifier toute la théorie des domiciles, ou sans aller justifier qu'on puisse compter le nombre de planètes dans tel et tel élément. Éléments, d'ailleurs les 4 éléments, entre parenthèses, en plus, on ne voit pas très bien pourquoi ils sont disposés de cette manière et pas d'une autre. Là aussi, je l'ai montré, n'est-ce pas, il est aberrant de considérer que le feu, par exemple, marque notamment, parce qu'en fin de compte, les 4 éléments sont quand même axés sur les 4 signes fixes. Hein, 4 signes fixes qu'on retrouve grosso modo chez Ézéchiel, dans le tarot, le monde, ou même dans l'Apocalypse. Effectivement, il y aurait le feu du lion, il y aurait l'eau du scorpion, il y aurait l'air du Verseau, il y aurait la terre du Taureau. On voit bien, quand on dit ces choses comme ça, que c'est un contresens. Le feu n'est pas du tout associé, et ne doit pas du tout être associé avec le lion. Le feu est sur l'iconographie est tout à fait formelle à ce sujet, le feu est une force de l'hiver. Effectivement, il est en contradiction quelque part avec l'hiver, mais dire que c'est la même chose que le soleil, c'est une aberration, parce que c'est en hiver que nous avons besoin de feu. Alors, c'est là le contresens qui est commis par beaucoup d'astrologues, qui s'imaginent que le zodiaque est une météorologie qui ne passe pas par l'humain. Absolument pas. Le zodiaque est le nom même d'un certain nombre de signes zodiacaux est parlant à ce sujet-là. Le zodiaque est une météorologie revue et corrigée par l'humain et adaptée aux besoins de l'humain. Voilà. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans les almanachs, les signes d'hiver ne représentent pas simplement de la neige sur le sol. Ils représentent au contraire des gens attablés, assis au coin du feu. On retrouve d'ailleurs cette image un petit peu modifiée dans le Butler, le premier signe, la première arcane du tarot, qui est très proche de la table de la Seine, CENE, où l'on se rejoint à table et où on trouve les chansons des dieux, qui montre bien d'ailleurs que la mythologie est tributaire de cette tradition des mois de l'année. Même si elle l'est de façon sporadique, mais là c'est le même problème. Quand une tradition se perd, quand une tradition se dissout, on croit qu'elle n'existe pas. Si, elle existe. Sauf qu'elle est mal transmise, elle est mal conservée, mais elle existe néanmoins. De la même façon, Castor et Pollux renvoient aux Gémeaux, enfin bon, et encore, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, puisque les Gémeaux, c'est aussi le couple, c'est aussi le mois de mai, où on voit dans les almanachs des couples se former, etc. Un jeune homme et une jeune femme assis dans un jardin ou chevauchant ensemble un cheval, etc. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, de la même façon que, par exemple, on pourrait certainement relier la symbolique des dieux aussi aux saisons, d'une façon ou d'une autre. Puisque, effectivement, je pense à Saturne avec la faux, par exemple, bon, qui fait penser à l'image de la mort. Il y a beaucoup de choses à dire aussi au niveau de l'origine du tarot, enfin, du zodiaque. Enfin, ce n'est pas l'objet de cette causerie. Mais ce qui nous importe ici, c'est effectivement que le fait de diviser, de répartir les éléments entre une dizaine de planètes, c'est pas très sérieux. Pas très sérieux, mais ça dénote une astrologie complètement vénusienne, complètement spatiale, interactive,
Cette interactivité, d'ailleurs, on la trouve effectivement également chez Nicolas, son iconationnisme, mais malgré tout, chez Nicolas, il s'agit avant tout d'une description du système solaire, on le voit avec la théorie des âges, qui n'est pas forcément opérative, ne serait-ce que parce que Nicolas intègre Mars, Jupiter et Saturne dans le même groupe, alors que je viens de dire que Mars et Jupiter n'étaient pas dans le même groupe que Saturne. Donc il y a un problème à ce niveau-là. La façon dont les astronomes perçoivent le système solaire est effectivement, à mon avis, correspond à une dégradation, à une dérive de l'astrologie à une certaine époque, une dérive d'ailleurs qui est certainement liée aux astronomes eux-mêmes, qui ont... Mais c'est extrêmement bizarre, parce qu'en fin de compte, quelque part, toute personne sensée se rend bien compte que si on multiplie les cycles, ça n'a plus de sens. Et cette spatialisation des cycles, il est clair que la diversité n'est pas au niveau du nombre de cycles, mais au niveau des phases d'un seul et même cycle. Et ça, c'est une chose qui ne rentre pas dans la tête des gens. On a beau le répéter. Et donc, nous avons une symbolique des saisons, mais qui est une symbolique, bien entendu, qu'il ne faut pas prendre à la lettre non plus. Il ne faut pas forcément être un maniaque du point vernal. Pour autant, d'autant plus que le point vernal ne coïncide pas avec les lunaisons. Donc, effectivement, il y a là un problème aussi de décalage. On ne sait pas très bien quand commence le signe, si c'est la lunaison, si c'est calculé d'après le point vernal, si c'est... il y a toutes sortes de critères qui pourraient éventuellement servir. Et je crois que la raison voudrait que l'on soit dans le visuel. C'est-à-dire qu'effectivement, la pleine lune, la nouvelle lune, c'est quand même beaucoup plus concret que le point vernal. Et ne pour ne pas parler du début des signes. Et effectivement, on devrait tout calculer d'après cela, quitte, comme on le fait d'ailleurs dans les traditions judéo-juives, quitte à ce que l'on ajuste périodiquement tel mois sur tel moment de l'année, pour éviter ce qui se passe avec les musulmans qui ont le ramadan qui peut être à n'importe quel moment de l'année. Mais cela n'empêche que tout ce processus-là, saisonnier, tout en étant très intéressant sur le plan du référentiel symbolique, ne doit pas justifier pour autant une astrologie qui serait tropicaliste. Car la conjonction Soleil-Lune n'a rien à voir avec le tropicalisme. Et la conjonction de Saturne avec les étoiles fixes encore moins. Donc là, il y a des interférences, des complications. Quant à la question de regarder si les planètes sont au-dessus ou au-dessous de l'horizon, moi j'ai appris ça il y a près de 50 ans. Et bon, je suis assez surpris de voir que ça est encore réutilisé aujourd'hui. À une époque, d'ailleurs, plus tardivement, j'avais également été tenté par ce genre de système, qui consistait à compter. C'est intéressant parce que ce système est paradoxal, puisque on compte le nombre de planètes par élément, de sorte qu'on ne tient plus compte des planètes. On ne tient plus compte de la spécificité des planètes. On dit, voilà, il y a 3 planètes en signe de feu, 4 planètes en signe d'air, donc on ne sait pas, peu importe que ce soit Mercure, Vénus, l'ascendant, machin truc, ça n'a aucune importance. Donc on arrive à un système qui est d'une abstraction considérable, et qui est effectivement le pendant, d'une certaine manière, de ce que fait Barbault, ce que faisait Barbault dans les années 60, avec l'indice de concentration planétaire, où effectivement, là aussi, mais alors, là aussi, il comptabilisait en quelque sorte la concentration des planètes depuis Jupiter jusqu'à Pluton, si je me trompe. Voilà, il s'agissait de... À ce moment-là, on n'était plus en train d'étudier ce que signifiait Jupiter ou ce que signifiait Pluton, mais le nombre de planètes qui se retrouvaient à tel endroit de façon plus ou moins resserrée. Donc il y a une tentative étrange de l'astrologie, mais qui n'est pas si étrange que ça en fait, à ne pas tenir compte à un moment donné, de dire oh, tiens, on va oublier la qualitativité des planètes et on va simplement étudier des coefficients. Alors,
Alors on va étudier les coefficients, ça va donner une impression de cohérence, on va faire des coefficients de tant de degrés pour telle année, ou de tant de points dans un thème astral, et on va, voilà, on va établir une typologie au niveau événementiel, ou une typologie au niveau caractérologique, qui sera fondée sur ces coefficients. Je suis très sceptique sur cette façon de procéder. Alors vous me direz, mais comment se fait-il que Gauquelin a trouvé ce qu'il a trouvé? Je vous dirais franchement, je n'en sais rien, à la limite. Je n'en sais rien. Il est clair que le mouvement diurne des maisons astrologiques, puisque finalement c'est là-dessus que Gauquelin travaille finalement, le mouvement diurne des maisons astrologiques est la partie la plus volatile de l'astrologie. Et là aussi, il faudrait vraiment se poser des questions. Les travaux de Gauquelin mettent l'accent sur l'importance des positions en maison, et donc des positions heure par heure. Et on est aux antipodes d'une astrologie des planètes transsaturniennes, avec des planètes très lentes, etc. C'est tout à fait le contraire. Là le fœtus peut, en attendant quelques heures, il peut modifier la position des planètes par rapport aux angles, par rapport aux signes, etc. Par rapport aux signes, non, par rapport aux maisons. Puisque par définition, les signes, sauf de très rares cas, ne vont pas changer dans la journée. Et là, on s'agit. Donc, effectivement, le système des maisons est particulièrement approprié pour justifier la liberté qu'a le fœtus de naître à tel et tel moment de la journée. Cette liberté ne concerne évidemment pas Pluton ou Saturne, qui ne vont pas changer dans la journée, et même qui ne vont même pas changer dans le mois, ou voire même dans l'année. Donc effectivement, c'est assez pertinent, de ce point de vue-là, d'avoir privilégié non pas les domiciles justement, mais plutôt les maisons astrologiques. De là à regarder si les planètes se répartissent sous l'horizon, au-dessus de l'horizon, etc., il y aurait un grand pas à franchir, que je ne franchirai certainement pas. Je crois que ce qui a fait que Gauquelin a trouvé des résultats, c'est en particulier parce que les définitions qu'il a utilisées ne sont pas valables, ne sont pas viables. Quand il y a une mauvaise définition, on trouve à peu près n'importe quoi. Est-ce que véritablement les gens sont faits pour tel et tel métier? Je suis très surpris d'ailleurs que la différence entre les hommes et les femmes ne soit pas étudiée ici. Je pense qu'elle serait statistiquement très intéressante à étudier. Mais on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi Mercure n'apparaît pas dans les travaux statistiques de Gauquelin, et pourquoi Saturne apparaît. Alors dans le meilleur des cas, il pourrait s'agir d'une astrologie autre, parallèle, qui serait axée exclusivement, cette fois-ci, non pas sur le zodiaque, mais sur le mouvement diurne. Je crois que ça me paraît fondamental, à savoir qu'il n'y a pas de raison de les combiner entre elles. L'astrologie zodiacale n'est pas l'astrologie gauquelinienne, et l'astrologie gauquelinienne n'a rien à voir avec l'astrologie zodiacale. Alors, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Enfin, alors qu'il est, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que toute cette astropsychologie me paraît très douteuse. Les gens sont-ils capables de décider s'ils sont plutôt comme ceci ou comme cela? J'ai l'impression, en écoutant certaines conférences, qu'au fond, ils sont prêts à accepter ce qu'on leur dit. Et que ce qui est important, c'est qu'on leur dise, voilà, vous êtes comme ceci, et qu'ils assument et qu'ils en tirent les enseignements et qu'ils s'y adaptent à cette idée, et qu'ils s'y ajustent.
Donc je crois que de ce côté-là, l'astropsychologie ne convaincra jamais personne. Sauf des gens qui sont obnubilés par leur petit ego, mais d'une manière générale, je ne vois pas qui pourrait être convaincu en quoi que ce soit par un portrait psychologique. Par contre, l'astrologie a des atouts à jouer considérables au niveau prévisionnel, au niveau cyclique. Ça, c'est une toute autre affaire. Mais je crois que dans une initiation à l'astrologie, il faut parler d'abord de la prévision. Il faut parler d'abord des cycles et non pas d'une étude du thème astral, parce qu'en fin de compte, c'est ça, le thème astral, le moment de l'heure de naissance. Alors c'est très impressionnant, bien entendu, de sortir des mantras, des mandalas, plutôt, avec l'ordinateur, et puis voilà, on vous sort votre thème, et puis c'est très complexe, et puis vous dites, oh là là, c'est très complexe, il y a des tas de facteurs, et cette complexité vous apparaît comme étant le miroir de votre propre complexité. Je veux bien croire que cet objet qu'est le thème astral puisse servir dans le cadre d'une consultation astrologique, ou même d'une thérapie, en visualisant, en concrétisant le moi de la personne, quand ce moi est fragilisé pour toutes sortes de raisons. Mais l'astrologie n'a pas à être plombée par des usages thérapeutiques qui, en fin de compte, ont souvent eu des effets très négatifs sur son développement. Parce qu'en fin de compte, on peut même penser que le thème astral a été inventé par les médecins astrologues qui y cherchaient avant tout un diagnostic médical. Alors, le diagnostic médical a au moins l'avantage d'être quand même quelque chose d'assez concret. On ne peut pas dire n'importe quoi sur les maladies de quelqu'un. On peut dire n'importe quoi sur son psychisme, qui d'ailleurs lui-même varie. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait une certaine astrologie qui se soit constituée et qui prétendait désigner clairement une personne dans son corps, avec ses points faibles, etc. Moi je crois beaucoup plus, bien que ce ne soit pas mon sujet, à l'astromédicalité, à l'astromédecine, à la médecine astrologique, qu'à l'astropsychologie. Ou du moins, je pense que les gens qui pratiquent l'astromédical sont plus, en quelque sorte, plus honnêtes que les gens qui pratiquer l'astropsychologie, parce que, quelque part, ils s'exposent. Ils s'exposent de la même façon que quelqu'un qui fait des prévisions, qui donne des dates, s'expose. La solution de l'astropsychologie, c'est une solution médiane, assez pitoyable, en fin de compte. Et je crois donc regrettable, je le dis très clairement, regrettable, que l'on mette en avant une astropsychologie pour présenter l'astrologie. Cela dit, il faut bien reconnaître que, d'une part, effectivement, les astrologues ne sont pas des médecins, que les médecins ont abandonné l'astrologie, et que, pour une grande part, et donc par conséquent, qu'il y a un problème de formation qui fait qu'on va dériver vers la psychologie et qu'on va abandonner la médecine, un peu comme les psychiatres qui abandonnent la médecine parce qu'ils voient que ce n'est pas leur truc. Et donc effectivement, le problème c'est que quand on parle de prévision en astrologie, eh bien, c'est extrêmement confus. L'astrologue n'est pas du tout à son aise pour décrire un modèle en astrologie. Et puis il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'outil prévisionnel vraiment satisfaisant. Alors on contourne donc le problème en basculant vers l'astropsychologie, faute de pouvoir disposer d'outils simples. Et pourtant, Dieu sait si on peut en avoir. Moi j'ai montré très facilement que on pouvait, avec l'astrologie des deux carrés, bleu et rouge, on pouvait conférer ou on pouvait transmettre aux gens un outil qu'ils pouvaient utiliser par eux-mêmes. Mais comme cet outil n'est pas utilisé par les astrologues, finalement, alors on rebascule vers l'astrologie, l'astropsychologie, en ajoutant d'ailleurs qu'elle est multifactorielle, en ajoutant qu'elle prend en compte toutes sortes de facteurs supplémentaires en dehors de l'astrologie, bien que
il faut bien reconnaître que ça c'est une sorte de dérive et d'outrance de la pensée astrologique. Beaucoup d'astrologues sont tentés de vouloir tout trouver dans le thème astral. Et ça c'est aussi peut-être parce qu'ils ont un problème d'information, de recherche d'information. Ça leur paraît beaucoup plus évident à faire que d'aller rechercher les causes extérieures, les interférences extérieures. Et même chez les astrologues qui prétendent qu'ils peuvent faire appel à des sources extérieures, c'est souvent, en vérité, souvent, c'est bel et bien le thème astral, par sa propre complexité, qui légitime une pratique qui peut se passer d'autres informations. Ça aussi, il faudrait sonder les âmes et les cœurs à ce sujet. Alors, je voudrais ajouter quelques réflexions dans cette causerie pour bien faire comprendre la dualité Mars-Vénus. Car en fin de compte, c'est bien ça qui est essentiel, c'est cette polarité Mars-Vénus. Et tout le reste, les 12 signes zodiacaux, le septénaire, les temps saturniennes, tout ça, les dieux de l'Olympe, tout ça est secondaire par rapport à la compréhension profonde de ces deux archétypes, si on veut. Donc il faut, et ça c'est la base même, c'est le B.A.B.A, je dirais, B.A. Donc A.B, on est dans la dualité encore une fois. Le B.A.B.A, avec une dualité cyclique, B.A.B.A. Donc B.A.B, A, etc., etc. Donc effectivement, le monde vénusien est un monde d'apparence. Mais c'est un monde de mode, de la mode. Tout le monde suit la même mode. Mais c'est aussi un monde qui se réfère à des systèmes, n'est-ce pas, dont l'astrologie d'ailleurs, l'astrologie traditionnelle, l'astrologie, l'astropsychologie fait partie de ce monde vénusien où chacun finalement se définit par le système. Il ne se définit pas par lui-même, mais c'est le système qui dit quelle est sa place. Et donc par conséquent, avec cette astrologie psychologique, on a parlé tout à l'heure, le thème astral vous dit qui vous êtes, quel est votre niveau d'évolution, d'après vos planètes qui sont à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, etc. globalement. Et donc effectivement, c'est un système où la vérité n'est pas issue des personnes, mais issue du système. Et les personnes en elles-mêmes ne se connaissent pas, elles ne se connaissent qu'à travers le système. C'est pour ça qu'en fin de compte, cette astropsychologie n'a pas du tout besoin d'être vérifiée, puisqu'en réalité, c'est elle-même qui s'auto-vérifie en décrétant ce qu'est l'individu et ce qu'il faut en penser, et ce qu'il faut qu'il pense de lui-même. Donc on n'est pas dans une logique de validation, de vérification. À l'opposé, la démarche martienne, qui alterne avec la démarche vénusienne, et actuellement en phase rouge, nous sommes passés en phase martienne, mais avec évidemment des reliquats qui vont s'estomper progressivement de la phase précédente. Question de savoir combien de temps il faudra pour évacuer ces éléments qui subsistent de la phase bleue précédente. La phase martienne est une phase unitaire, je dirais. Mais unitaire non pas parce qu'il y a une sorte de consensus sur le système, non pas parce que les gens portent le même uniforme en quelque sorte, comme dans le phénomène de la mode, quand ils ont tous leur petit thème astral, ce qui est une utopie des astrologues, qui connaissent leurs signes. Donc effectivement, avec Mars, nous ne sommes pas du tout dans cette logique-là. Nous sommes dans une logique, je dirais, qu'on pourrait qualifier de hiérarchique, c'est-à-dire il n'y a pas une position à côté d'une autre, il y a une position qui est moins bonne que l'autre, qui est moins aboutie, qui est moins approfondie que l'autre. À ce moment-là, donc, il ne s'agit pas du tout
de confronter des positions qui auraient chacune leur valeur séparément. Les confrontations sont toujours des confrontations dans le temps. Cette position est moins aboutie, moins approfondie, moins avancée que telle autre. Mais c'est la même position. De même qu'en science, par exemple, il est évident que la science de Newton n'est pas celle d'Einstein, etc. Mais elles ne sont pas différentes fondamentalement. Elles sont simplement dans une succession, dans une temporalité autre, dans un temps autre, en fait, tout simplement. Et donc c'est tout à fait différent. Pour Mars, il n'y a pas de diversité dans l'espace, il y a une diversité dans le temps. Mars peut tout à fait reconnaître qu'on puisse changer d'avis, qu'on puisse aller plus loin, mais en revanche, il n'accepte pas l'idée qu'il puisse y avoir plusieurs opinions, plusieurs positions. Cette diversité des positions est un mirage, en réalité, il s'agit avant tout de positions plus ou moins avancées, plus ou moins travaillées. Donc dans le monde martien, en plus, on ne se définit pas par rapport à un système qui nous dit ce que nous sommes. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Elles sont ce qu'elles sont. L'être humain, l'astrologie d'abord n'est pas, à ce moment-là, dans ce point de vue-là, elle n'est plus une astrologie des individus, elle est une astrologie de l'humanité. C'est-à-dire que finalement, l'astrologie nous parle de l'humanité, avec un grand H, et non pas de l'individu. Elle nous dit comment l'humanité, comment tout être humain, quelque part, fonctionne normalement, et non pas comment il se différencie de cette norme. La différenciation de la norme, c'est une forme de pathologie, on en a parlé tout à l'heure, c'est une forme de problème médical, et quand on est malade, on est beaucoup plus différent que lorsqu'on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, tout le monde se ressemble, les gens en bonne santé se ressemblent, avec des possibilités, des facultés plus ou moins développées chez un sportif, etc. Mais je veux dire que c'est fondamentalement le même processus. Je dis souvent d'ailleurs que l'astrologie a à voir beaucoup plus avec la gynécologie, avec la théorie des cycles propres à l'humanité tout entière, et non pas à une psychologie différenciatrice, psychanalytique, où chaque cas serait spécifique. Ce n'est pas du tout la vocation de l'astrologie. Alors, cette astrologie individuelle, astropsychologique, elle s'est rajoutée à l'astrologie fondamentale. Et le rôle de Mars, justement, c'est d'évacuer les rajouts qui viennent en quelque sorte se substituer, se plaquer sur l'astrologie fondamentale. Et donc, effectivement, là, nous ne sommes pas dans une situation de cohabitation entre l'astrologie individuelle, l'astropsychologie et l'astrologie mondiale ou l'astrologie cyclique, mais dans une situation de quelque chose qui s'est rajouté et qui finalement parasite l'astrologie fondamentale. Enfin, l'astropsychologique est un parasite de l'astrologie fondamentale, et à ce titre-là, il serait souhaitable qu'elle soit évacuée complètement. Voilà. Donc effectivement, nous avons là une astrologie, une valeur martienne, qui est une valeur qui consiste à voir les choses. Comme on dit, les yeux sont décilés, les gens ont des yeux pour voir, et normalement, dans le monde martien, on voit les choses. On les a nettoyées, on les a démasquées, on les a dévoilées, et par conséquent, les choses sont à voir. Et quand on a nettoyé tout ça, eh ben, on voit ce qu'il en est. On n'est plus dans une sorte de flou artistique, de maquillage, de masque, de mascarade, où on ne sait plus qui est qui, sinon par le masque en lui-même, par l'habit en lui-même. On est là dans une sorte de vérité fondamentale qui ressort lorsqu'on en a évacué tout ce qui a pu s'incruster, toutes les scories, tout ce qui a pu s'encrasser. À partir de ce moment-là, nous sommes dans une humanité qui voit les choses, qui reconnaît les choses à leur juste valeur, et c'est ce qu'on attend dans la phase martienne, c'est que la vérité l'emporte. Alors que dans la phase vénusienne, on est quand même dans une forme de mensonge, en tout cas de dissimulation, plus qu'autre chose. Alors, l'astrologie et l'astropsychologie, c'est une sorte d'astrologie
Big Brother, c'est-à-dire effectivement, elle nous dirait ce que chacun d'entre nous fait, ce que chacun d'entre nous est, alors que l'astrologie martienne, elle ne prétend pas différencier les gens. Elle les différencie du point de vue de leur avancement. Pas, un enfant n'est pas un adulte, etc. Mais elle ne dit pas qu'il y a des différences. Donc toute cette problématique de la différence, de la typologie, est totalement étrangère à l'astrologie fondamentale. L'astrologie du XXIe siècle, puisque l'astrologie du XXIe siècle reviendra dans l'astrologie fondamentale, nécessairement. Donc effectivement, les différences sont les différences entre maître et élève, en quelque sorte, qui a plus ou moins bien compris, plus ou moins approfondi. Ce ne sont plus des différences dans l'espace, des différences dans le temps. Bon, par exemple, théorie des âges, voilà, à certaines époques, à certains moments de la vie, on avance plus ou moins, mais ce sont des avancements différents, mais qui ne sont pas dans une sorte de typologie. On peut évidemment opposer les jeunes et les vieux, bien entendu, c'est évident, mais on sait très bien que les jeunes vont devenir vieux, que les vieux ont été jeunes, c'est pas du tout la même chose. Alors que la typologie qu'on nous expose dans toutes sortes de cours, de séminaires, c'est vraiment une typologie qui d'ailleurs finalement n'est que l'extrapolation par rapport aux 12 signes zodiacaux, c'est pareil. Tout ça, ce sont des divisions qui sont tout à fait inacceptables. Puisque finalement, ces 12 signes zodiacaux, au départ, sont là pour nous expliquer justement des phases successives, des passages successifs, des stades successifs, et non pas pour nous parler d'une division de l'humanité en 12 ou 144, ou quoi que ce soit. C'est regrettable. Alors, effectivement, l'astrologie martienne est la vraie astrologie. Paradoxalement, parce que l'astrologie martienne, finalement, elle est là pour nous dire ce qu'était l'astrologie vénusienne, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu compliqué, mais l'astrologie est d'essence vénusienne, puisqu'elle elle élabore un système, elle élabore un calendrier, elle élabore des repères. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas les choses s'observer d'elle-même. Encore qu'à mon avis, d'une certaine manière, on a besoin de connaître l'astrologie pour vivre l'astrologie, bien évidemment, et pour sentir les choses, et pour sentir que les choses évoluent. Mais enfin, on n'en est quand même pas là. L'humanité, a priori, aujourd'hui, au cycle du XXIe siècle, est tout à fait dépourvue au niveau de sa connaissance des cycles, et c'est pour cela qu'il n'est pas question que la vraie vocation de l'astrologie, qui est la connaissance des cycles, la durée des phases, etc., c'est une urgence absolue, et il n'est pas question qu'elle soit remplacée ou qu'il y ait quelque chose qui soit plaqué par-dessus, qui serait l'astropsychologie. L'astropsychologie aujourd'hui doit partir impérativement pour laisser la place centrale à l'astrologie cyclique, et l'astrologie cyclique qui doit être uniquement constituée des grands curseurs solilunaires et saturniens, et non pas intégrer au niveau opératif et cyclique les planètes comme Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, qui font partie de la cyclicité, mais qui ne sont pas des planètes, qui sont simplement des états successifs, des saisons successives, et qui viennent, disons, en quelque sorte, baliser le parcours des planètes qui sont effectivement astronomiquement dans le zodiaque, mais ni Mars, ni Vénus, ni Jupiter, ni Mercure ne sont des planètes à considérer en astrologie. Ce ne sont que des concepts, ce ne sont que des divinités, ce ne sont que des états. Tout comme le zodiaque, ce n'est jamais aussi que des états. Le zodiaque n'existe pas en tant que tel. Il ne fait que baliser le parcours des curseurs, et le principal curseur, rappelons-le, c'est Saturne.